Bonjour, je suis Frédéric, le coach rebelle. Bienvenue dans cette édition spéciale. Ce programme est conçu tout particulièrement pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent réellement exceller dans votre domaine d'activité tout en vous réalisant personnellement et en vous déployant de l'intérieur vers l'extérieur. Au cours des dernières années, j'ai recherché les approches qui permettaient de nous amener vers la réalisation de nos rêves. Alors, qu'y a-t-il derrière le mot rêve ? On va voir les différents sens qu'on peut donner à ce mot-là, mais qu'on puisse s'engager sans pour autant faire des choses inconsidérées. C'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui et au cours des 2 autres samedis qui suivront. Je vous encourage vraiment à regarder l'intégralité du programme parce que l'information est répartie sur 3 sessions et vous pourriez avoir un élément et vous vous dites « oui, je vais faire ça, 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 ça ». Et puis, dans la dernière partie, il y a quelque chose de fondamental qui accompagne cet élément-là. Je tiens aussi à vous faire une mise en garde. Bien sûr, tout ce que je vous présente, ce sont des concepts solides, ce sont des choses que j'ai éprouvées moi-même, ce sont des choses avec lesquelles j'ai accompagné d'autres personnes à réaliser ce qu'elles souhaitaient vraiment. Mais dans ce programme, comme dans tout autre contexte, je vous invite à vraiment penser par vous-même. Je vous invite à garder bien sûr un esprit ouvert, mais à vous faire votre propre opinion, à être responsable et à être conscient que ça sera vous qui aurez à assumer les conséquences de vos actes. Ceci étant dit, je vous propose de vous donner le sommaire de ce que nous allons voir aujourd'hui. Déjà, je vais vous donner 3 clés d'excellence. 3 clés d'excellence et les 2 conditions sine qua non pour pouvoir utiliser ces 3 clés-là. Ça a été mis au jour par un consultant qui a étudié pendant l'évolution d'entreprises les plus performantes de leur domaine pendant plusieurs années. Et ce sont aussi des concepts que l'on peut s'appliquer à soi. Nous verrons aussi une mise en garde dans l'application de ces 3 clés et de ces 2 conditions et l'antidote de cette mise en garde. Alors pour le moment, tout ça vous semble peut-être un peu obscur ou peut-être que ça fait que vous vous posez déjà des questions, mais rassurez-vous, je vais détailler tous ces éléments-là pour vous. Je vous donnerai aussi la règle d'or du succès professionnel et c'est une chose, je crois, qui est trop souvent ignorée, dont on n'a pas suffisamment conscience. Et dans la deuxième partie de cette édition, nous allons voir si on peut quelque part trouver une trame, trouver des repères solides pour pouvoir s'engager pour aller vers la réalisation de ce qui nous tient vraiment à cœur. Alors, je vais vous donner les 3 clés de l'excellence, mais avant cela, j'aimerais qu'on redéfinisse le mot succès. Excellence et succès, ce sont 2 choses différentes, mais qui vont bien ensemble et je serai sans doute amené à employer ce terme de succès au cours de ce programme ou des sessions à venir. C'est quoi le succès ? Alors, je pense bien sûr que chacun a sa propre définition du succès. J'aime la définition suivante, selon laquelle le succès, c'est la réalisation progressive d'un objectif valable. La réalisation progressive d'un objectif valable. Ça veut dire que le succès, ce n'est pas nécessairement un point qu'on atteint. Et quand on a dépassé ce point-là, quelquefois on est perdu. Vous savez, il y a des gens qui vont vraiment réaliser ce qu'ils souhaitent. Ils vont avoir un objectif incroyable. Ils vont le réaliser. Ils vont arriver au sommet de la montagne. Et quand ils vont y être, ils vont dire « Ah, ok, je suis au sommet de la montagne. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je pensais que ça allait me procurer certaines sensations que j'ai peut-être eues à un moment et que je n'ai pas. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? De l'autre côté, vous pouvez avoir des personnes qui vont se dire « Le succès pour moi, c'est réaliser vraiment cette chose-là qui me tient à cœur. » Ces personnes-là vont faire un parcours incroyable, elles vont réaliser des choses exceptionnelles, elles vont peut-être être admirées de tout le monde, sauf d'elles-mêmes, parce qu'elles auront cette définition restrictive du mot succès. Donc la notion de progression est fondamentale. À partir du moment où vous êtes dans une situation, et même si cette situation-là vous déplaît complètement, si vous n'êtes pas content de vos résultats, et si vous n'êtes pas content de vous, au moment où vous commencez à changer de direction, à changer d'attitude, à mettre en place des choses nouvelles, vous connaissez déjà le succès.
Et d'ailleurs, souvent, quand on interroge une personne qui a réalisé quelque chose d'exceptionnel, qui a peut-être gagné un championnat, obtenu une médaille d'or pour les sports, ou réalisé telle expédition pour une autre personne, ou quoi que ce soit, en général, cette personne-là se souvient très bien du jour où tout a changé, du jour où elle a pris la décision de s'engager. Et on pourra même dire que le succès, c'est déjà cette décision de s'engager, de changer de direction. Objectif valable, c'est la dernière partie de cette définition du mot succès. Et dans le terme objectif valable, la valeur n'est pas remise en question par rapport à moi, mais par rapport à l'objectif. Trop souvent, il y a des personnes qui vont avoir de grandes ambitions, qui vont avoir le désir de réaliser quelque chose, les capacités de réaliser cette chose-là. Pour quelques raisons obscures, elles vont se dire « je n'en suis pas capable, est-ce que je mérite cela ?» Et là, on change la donne. On ne se dit pas « est-ce qu'on mérite ça ?» On dit « est-ce que cet objectif-là est digne de moi ?» Entre guillemets, est-ce que cet objectif-là, c'est vraiment quelque chose que je veux? C'est vraiment quelque chose qui a du sens pour moi? Parce que ça semble presque évident, mais si j'oriente toute mon énergie vers quelque chose que je ne veux pas vraiment, que je réalise cette chose que je ne veux pas vraiment, il est peu probable que je considère que je suis en train de vivre le succès. Alors, quelle est la première clé de l'excellence? Et je vous encourage aussi à faire cet exercice-là si vous sentez que vous avez un potentiel, que vous souhaitez développer, réaliser ce potentiel-là. C'est un exercice que vous pouvez faire tout de suite. D'abord, on va se concentrer sur la dimension suivante. Et ça va être ce que j'aime. Je vais faire un cœur ici, c'est un cœur. Ce que j'aime. Et à l'intérieur de cela, je vous invite à lister toutes les choses que vous aimez vraiment. Ensuite, il va y avoir deuxième dimension. Et cette dimension-là, ça va être, je dirais, la dimension de l'excellence naturelle, c'est-à-dire ce dans quoi je peux être le meilleur. Pas forcément quelque chose que je fais déjà, pas forcément quelque chose que je sais déjà faire, mais ce dans quoi je peux vraiment être le meilleur. Et là, il peut y avoir des doutes pour certains d'entre vous parce que vous pouvez vous dire oh, mais moi, je suis meilleur en rien. Alors, par définition, on a des talents, nous sommes tous différents, nous avons nos qualités, nos défauts, mais par définition, il y a des choses que vous pouvez faire et que vous faites avec facilité et qui sont compliquées pour les autres. Alors, si vous avez du mal à vous dire, à décider pour vous-même ce dans quoi vous pouvez être le meilleur, demandez autour de vous. Demandez quels sont les talents spéciaux que vous avez. Peut-être que vous avez ce talent particulier pour, quand il y a un conflit, désamorcer le conflit. Vous avez peut-être un talent de médiateur. Peut-être que quand vous dites quelque chose, les gens vous écoutent. Ou quand vous choisissez une direction, les gens ont envie de vous suivre. Vous avez ce talent et il est important de partir de ça comme un présupposé. Vous avez un talent particulier. Alors, listez toutes les choses pour lesquelles vous pouvez être le meilleur. Et puis, la dernière dimension, ça va être la dimension de la rentabilité. Qu'est-ce qui est le plus rentable dans ce que je fais? Alors, d'un point de vue professionnel, évidemment, et économique, la rentabilité, ça renvoie à des chiffres, ça renvoie à du gain, ça renvoie peut-être à des ratios financiers, des choses comme ça. D'un point de vue plus humain, mais qui garde une dimension économique, la rentabilité, en fait, ce qui va être le plus rentable, une autre façon de le voir, c'est de dire ce dans quoi vous allez pouvoir donner le plus de valeur, c'est-à-dire en quoi vous allez pouvoir aider le plus les autres. Et si vous vous concentrez sur cette dimension du service, là où vous apportez le plus grand service, là où il y a le plus grand besoin, là sera votre plus grande rentabilité.
Alors, sur ces rentabilité, on va mettre peut-être multiplier comme ça. Et vous avez des choses, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous aimez faire. Vous pourriez faire ça pendant des heures. Ça vous botte, ça vous parle. Vous ne voyez pas le temps passer. Il y a des choses... Alors, il va y avoir un nombre limité de choses pour lesquelles vous aimez ce que vous faites. Et en même temps, vous pouvez être le meilleur dans cette chose-là. Et en même temps, il y a une rentabilité maximale à faire cette chose-là. Et là, décidément, là, ici, vous avez votre point d'excellence. Et donc, ce consultant qui a étudié pendant des années les entreprises les plus performantes s'est rendu compte que là était le point commun. Ces entreprises étaient dans ce qu'on appelle donc le point d'excellence, et le nom qu'il lui a donné, c'est le concept du hérisson. Alors, c'est une théorie qui est reprise dans le livre de Jim Collins, de la performance à l'excellence. Le concept du hérisson, pourquoi? Parce qu'il disait, la plupart des entreprises de comparaison de ces entreprises qui étaient vraiment dans l'excellence, elles changeaient tout le temps de stratégie. Elles faisaient un pas en avant, deux pas en arrière. Alors, ça peut ressembler à du mambo, mais en économie, en entreprise, ça marche moins bien qu'en salsa. Mais, donc, ces entreprises-là changeaient souvent de stratégie. Et il a fait le lien entre la stratégie du renard et la stratégie du hérisson. Il a dit, le renard est malin, il est très intelligent, il va mettre en place un tas de stratagèmes très élaborés pour manger le hérisson, mais quel que soit ce qu'il va faire, à un moment donné, il va devoir sauter sur le hérisson va se mettre en boule et le hérisson va gagner à chaque fois. Donc, stratégie forte, se concentrer sur le point d'excellence. Alors, quelles sont les deux conditions sine qua non pour que ça fonctionne? Parce que ce n'est pas quelque chose qui va forcément fonctionner tout de suite et ce n'est pas quelque chose qu'on peut non plus nécessairement décréter. Il se peut qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas franchement passionné par ce que vous faites. Est-ce que pour autant, vous allez devoir quitter ce que vous faites pour aller vers un concept du hérisson que vous aurez défini de façon un peu théorique? N'est pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est, je pense, extrêmement important de garder ce schéma-là en tête, de tendre vers ce schéma-là et de s'en servir, mais de considérer là où vous êtes et les contraintes que vous avez. Donc, si vous voulez, ce schéma-là, il va fonctionner, pas forcément tout de suite, mais en tout cas dans la durée, et il sera absolument nécessaire, et ce sont là les deux conditions sine qua non, que vous ayez une pensée disciplinée et une action disciplinée. Le simple fait d'être en théorie dans le concept du hérisson ne va pas remplacer le fait de réfléchir à des stratégies, de s'impliquer et au fait d'agir chaque jour dans la réalisation de ce que vous voulez. Concentrer les idées, ça va donner du focus, c'est-à-dire que ça va faire à peu près le même effet que quand vous avez une loupe que vous mettez au soleil et vous concentrez les rayons du soleil et qu'il y a quelque chose qui s'enflamme. Et ça va vous donner du momentum, c'est-à-dire cette dynamique de l'action quand vous allez vous concentrer sur l'action disciplinée. Toutes les personnes qui ont écrit des choses sur le succès le répètent quasiment constamment. Elles nous rappellent que si on se met à agir seulement les jours où on le sent et les jours où on ne le sent pas, on ne fait rien, on risque d'aller dans le mur. Alors, quelle est la mise en garde aussi par rapport à ça? Je vous disais qu'il y a une notion de progressivité, donc de partir de là où vous êtes et au fur et à mesure, en ayant ce cadre-là à l'esprit, en donnant le meilleur de vous-même là où vous êtes, de tendre vers ce complexe du hérisson. Mais ça va être quelque chose de progressif et cette progressivité-là vers l'excellence, vous allez l'obtenir avec ce qu'on appelle le Kaizen. Le Kaizen, c'est un concept qui nous vient du Japon, mais qui en fait vient des États-Unis. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie japonaise était ravagée. Il y a un Américain qui s'appelle Edward Deming qui a été nommé pour relancer l'industrie japonaise. Il a apporté ses propres théories et ses propres concepts
qu'on pourrait qualifier, je dirais, de capitalisme doux ou de capitalisme humain. Deming était très orienté sur la notion de qualité de travail, de concertation, sur ces valeurs humaines. Et, euh, et donc, il a exporté cela avec succès vers le Japon. Aujourd'hui, on a retenu le nom japonais de Kaizen, qui signifie l'amélioration constante. L'amélioration constante, ça va être de ne pas chercher forcément à faire de grandes révolutions, mais chaque jour à faire ce qu'il est possible de faire. Voilà, donc nous avons vu les 3 clés d'excellence, les 2 conditions sine qua non pour que ces clés fonctionnent, la mise en garde, l'antidote, le Kaizen. Et maintenant, voyons ce qui pour moi est la règle d'or du succès dans un environnement professionnel et pas uniquement, c'est de créer et d'offrir de la valeur. Vous savez, il y a cette dimension économique nécessairement dans une activité professionnelle et on a du mal quand même à distinguer le succès professionnel d'au moins un certain niveau d'accomplissement en matière économique. Si aujourd'hui vous êtes à la tête d'une entreprise ou si vous êtes employé dans une entreprise, ce qui fait que chaque jour l'entreprise peut continuer à vivre, ça va être la richesse qu'elle va créer ou la richesse qui va être injectée dans cette entreprise-là sous forme d'argent. Mais l'argent, au fond, c'est une notion diffuse et c'est la contrepartie de la valeur. Alors le professionnel qui se concentre sur la création de valeur et le fait de diffuser la valeur, il va connaître quasiment certainement le succès. Alors, comment on va définir la valeur du point de vue de la personne qui la reçoit? Comment moi, je peux m'assurer de créer de la valeur dans l'esprit de la personne avec qui je suis en relation? Une façon sûre de créer de la valeur, c'est d'identifier un problème que les gens ont et d'aider ces personnes-là à résoudre le problème. En tant que professionnel ou en tant qu'entrepreneur, quand vous allez identifier un problème et apporter la solution, vous allez créer de la valeur et tout naturellement, vous aurez la contrepartie en argent qui va venir vers vous. Alors, en matière de valeur, il y a la valeur du point de vue de la personne avec qui je vais être en relation, mais aussi il est intéressant de voir les 3 critères qui permettent de déterminer notre valeur, je dirais, personnelle sur un marché ou dans un domaine d'activité. Alors, ce sont des choses que vous pouvez noter. Ces 3 choses qui vont déterminer votre valeur dans votre domaine d'activité, ça va être la demande qu'il existe pour la compétence, le produit ou service que vous avez à offrir. Ensuite, votre compétence, votre capacité à produire un résultat de façon constante, un certain niveau de résultat de façon constante, et la difficulté qu'il y aurait ou pas à vous remplacer dans ce domaine d'activité. Donc, ça peut être une bonne façon d'évaluer votre valeur sur un marché, ou peut-être de choisir aussi les marchés sur lesquels vous allez orienter vos efforts. Si vous avez un service excellent, mais 36 000 personnes ont le même service excellent, votre valeur va être relativement moins importante que si vous avez un service excellent là où personne d'autre n'offre ce service-là. Et là, ça nous amène à une stratégie qui est particulièrement adaptée pour les petites entreprises ou pour les auto-entrepreneurs. C'est la notion de stratégie de niche. C'est-à-dire que l'auto-entrepreneur ou la petite entreprise, même la grosse entreprise aussi, mais elle a des problématiques différentes, va trouver sa valeur maximale quand elle aura identifié sa niche de marché. Ça veut dire le problème qu'elle est la mieux ou le mieux placée pour résoudre. Ça peut être quelque chose de très spécifique, ça peut être une demande très spécifique et quelquefois, quand on offre ces services, on a envie de dire qu'on sait tout faire. Par exemple, sur mes activités en tout cas, je parle de passion, de succès et de réalisation personnelle, de faire ce qu'on veut avec succès. Et ça peut sembler effectivement assez limité. Je pense que c'est là que ma valeur peut être la plus forte. À l'opposé, quelquefois, vous pouvez, ça aurait pu être un choix de ma part, indépendamment de la notion de compétence, de dire coach en développement personnel, coach en motivation, coach
de vie, coach en relation, coach en bien-être, coach en relaxation, et où si vous voulez, ce qu'il y a derrière ça, c'est un peu une peur finalement de ne pas représenter une valeur suffisante et de dire je vais dire tout ce que je sais faire et j'espère que les gens qui vont voir mes produits et mes services vont se retrouver dans un certain compartiment. Et il faut résister, selon avec les réserves que je vous ai indiquées de progressivité. Peut-être qu'aujourd'hui c'est quelque chose que vous faites et ça marche et c'est tant mieux. Mais je dirais que en tout cas, sur les stratégies les plus performantes, il faut pouvoir résister à cette envie de tout faire pour se concentrer sur votre domaine d'excellence, sur votre niche, et vous concentrez vos efforts là où vous aurez la rentabilité et là où votre valeur sera la mieux reconnue. Alors, on marque une petite page rafraîchissement. J'ouvre une parenthèse. Ce que je viens de faire à l'instant, d'arrêter la présentation pour boire de l'eau, ça s'appelle prendre soin de soi. À ce moment, j'ai soif, j'ai la bouche un peu sèche, je bois, je me désaltère, je me fais du bien. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que souvent, dans les activités quotidiennes du professionnel qui est engagé vers l'excellence et la performance, on a tendance à s'oublier soi-même pour nourrir une activité, pour nourrir un résultat, et on a tendance à oublier que notre plus grand actif, c'est nous-mêmes. Ça sera un peu comme se dire je dois faire 200 km en voiture, donc j'ai très peu de temps, donc je n'ai pas du tout le temps de m'arrêter pour faire de l'essence. Je ne suis pas sûr que ça soit une stratégie qui marche. Si vous ne mettez pas d'essence dans la voiture, elle ne va pas avancer. L'essence du point de vue humain, ça peut être faire une pause, ça peut être avoir des distractions, ça peut être quoi que ce soit que vous sentiez que vous avez envie de faire. Prenez soin de vous et faites attention à vous, c'est absolument nécessaire au cours de votre parcours vers l'excellence. Alors, j'aimerais vous donner aussi, je ne l'ai pas annoncé dans le sommaire, mais je pense que ça va vous intéresser, ce sont les 2 chiffres du génie. Il y a un auteur qui s'appelle Malcolm Gladwell qui a écrit beaucoup de livres à la fois sur l'humain, sur les aspects sociaux aussi, socio-économiques, et en tout cas avec une vision très juste. Il a écrit par exemple aussi, La force de l'intuition, comment notre intuition nous sert quelquefois et nous dessert d'autres fois. Et il a, en observant les personnes qui excellaient vraiment dans leur domaine, il a fait ressortir 2 chiffres du génie. C'est simple, il dit, si vous faites ceci pendant ce temps-là, vous pourrez être considéré comme un véritable génie dans votre domaine d'activité. Alors, quels sont ces chiffres du génie ? Il dit, si vous travaillez pendant 10 ans dans votre domaine de prédilection, dans votre domaine d'activité de prédilection, et que sur ces 10 ans, vous consacrez 10 000 heures de travail concentré dans ce que vous faites, vous allez littéralement libérer votre génie intérieur. Tout ça pour dire aussi que quelquefois les graines de l'excellence sont là, c'est-à-dire vous faites ce qu'il faut, vous travaillez, vous êtes persévérant. Et ça ne marche pas. Et vous continuez, et ça ne marche toujours pas. Et il est bien sûr extrêmement important d'adopter les stratégies qui vont fonctionner et de toujours être à l'écoute de ces stratégies-là. Mais il est aussi important d'être conscient de la notion de temps, la valeur de temps. La nature nous rappelle que le temps est nécessaire à tout, qu'il y a des cycles. Donc si aujourd'hui, malgré vos efforts, ça ne fonctionne pas encore, gardez à l'esprit cette notion de temps et de temps d'incubation avant que les choses se manifestent dans le monde réel. C'est-à-dire que si vous avez une idée, un rêve, quelque chose qui vous anime, il va falloir de toute façon un certain temps pour que ça se réalise. Alors, est-ce qu'il y a une trame spécifique en matière d'excellence, en matière de succès?
Et est-ce qu'on peut identifier des choses que ceux qui réussissent vraiment font et que les autres peut-être ne font pas? Alors, le premier élément important, c'est la notion de désir. Le désir, ça va être la première chose qui nous anime et qui nous anime, parce qu'on peut faire preuve de volonté et on peut se mettre en mouvement parce qu'on décide de le faire, parce qu'on est une personne disciplinée, parce qu'on est une personne courageuse. Mais s'il n'y a pas le désir, ça risque de ne pas durer très longtemps. Et même, quel genre de désir? Alors, Napoléon Hill, qui est un auteur du 19e, enfin il est né dans les années 1800 dans les montagnes de Virginie. Il est devenu célèbre pour avoir écrit le livre Réfléchissez et devenez riche. À l'époque, il a rencontré Andrew Carnegie, qui était l'homme le plus riche du monde. Et Andrew Carnegie lui a donné à Napoléon Hill, pendant 2 jours, il lui a exposé ses principes du succès. Et il a dit, n'importe qui, n'importe quelle personne qui suivrait ces principes-là connaîtra le même succès. Alors Carnegie a passé la première partie de sa vie à s'enrichir, la deuxième partie de sa vie à distribuer ses richesses. Et il y a un magazine économique dont le nom m'échappe, mais qui cette semaine est sorti avec plusieurs des hommes qui ont marqué l'histoire et le monde, et on parle de Carnegie, on cite un peu aussi Napoléon Hill. Alors Napoléon Hill parle du concept de désir ardent qui va nourrir une obsession magnifique. Ces thèmes-là ont été repris par d'autres leaders du développement personnel, Anthony Robbins par exemple, qui est un coach, on pourrait dire en motivation, même si il dit qu'il ne motive pas les gens, qu'il est le why guy, il explique pourquoi les gens font ce qu'ils font. Donc il reprend aussi ce terme d'obsession magnifique, qu'on peut rapprocher du noble idéal, de l'idéal valable. Alors, avoir un désir ardent, ce n'est pas quelque chose qui nous semble nécessairement naturel. Parce que pour tout un tas de raisons, on peut avoir tendance, au contraire, à diminuer ses désirs, à diminuer ses exigences. Parce qu'on va se dire, mais si je n'y arrive pas, je vais être déçu. Si ça ne marche pas, et si je me trompe, et si je fais une erreur. Malheureusement, sans le désir ardent, on risque de ne pas avoir l'énergie nécessaire pour créer cette obsession magnifique. Et pourquoi la notion d'obsession magnifique est importante? Et peut-être que s'il y a des psychologues qui regardent cette émission, ils frémissent parce qu'ils se disent « Ouh là là, obsession, c'est pas bon ça ». Mais pour moi, ça rejoint la notion d'idéal. C'est-à-dire que quand vous avez une obsession magnifique, elle ne va pas vous lâcher. C'est-à-dire que peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez abandonner votre objectif, mais lui, il ne va pas vous lâcher l'objectif. Vous allez peut-être dire oh, non, là, j'en peux plus, j'en ai assez, j'arrête. Et vous ne pourrez pas arrêter, parce que ça sera plus fort que vous, parce que vous aurez envie, parce que vous aurez ce désir ardent, et parce que vous aurez eu cette obsession magnifique, cette chose qui va vous animer malgré vous, à laquelle vous allez penser avant de vous coucher, à laquelle vous allez penser en vous réveillant, et peut-être même de laquelle vous allez rêver. Et pour nourrir cette obsession magnifique aussi, il est important de la décliner selon une vision. Donc de décliner cette obsession magnifique selon une vision et d'établir un plan. Ce qui va nourrir aussi ce désir ardent, ça va être de reconnaître votre insatisfaction. Et là, c'est aussi une chose qui est quelquefois difficile à appréhender. Certaines personnes vont dire le bonheur dans la vie, c'est d'être satisfait de tout, c'est pas d'avoir ce qu'on veut, c'est de vouloir ce qu'on a et des choses comme ça. Et il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Et je pense que ce sont des approches vraiment nobles. Mais ce qu'il y a, c'est que on peut très bien accepter qu'on vit ce qu'on vit et même ressentir de la gratitude pour ce qu'on a, parce que c'est un début. Peut-être que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais si j'ai 20 € dans ma poche, j'ai ces 20 €-là. Mais je peux ne pas m'en satisfaire. Je peux dire merci pour ça, mais j'en veux 10 fois plus. Ou merci pour ça et j'en veux 10 fois plus. Et il n'y a donc pas nécessairement d'opposition entre acceptation et insatisfaction. J'accepte ce que j'ai et je reconnais en même temps que ce n'est pas suffisant. Et
que j'en veux, que j'en veux davantage. Et ce qui va nourrir aussi ce qui va nourrir la satisfaction et qui va accélérer notre mouvement, au-delà du désir et de l'élan de l'obsession magnifique, il va y avoir deux forces fondamentales qui sont douleur et plaisir. C'est-à-dire que ce qui va vous pousser vers l'avant, en général, ça va être l'anticipation d'un plaisir que vous allez vivre, d'une satisfaction que vous allez avoir. Et ce qui aura tendance à vous retenir, si vous associez votre objectif à cette chose-là, ça va être... donc si vous avez tendance à vous retenir quand vous allez vers cette chose-là, ça va être que vous associez davantage de douleur à ce vers quoi vous tendez. Et quand vous avez ces forces-là qui sont mixtes, ça crée de la tension, ça crée de la résistance. Voilà, je pense vous avoir présenté pas mal déjà de concepts aujourd'hui et de matières à réflexion. Je vais vous retrouver samedi prochain à la même heure où on va voir la notion de résistance. Parce que quand on va vers la réalisation de son désir, presque aussitôt, il y a la résistance qui se met en place. Et on va aller au-delà de ce dont on parle couramment, avec des modèles humains très pointus et très complexes sur pourquoi justement on fait ce qu'on fait. Voilà, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 11h30. C'était Frédéric, le coach rebelle. À votre succès.